êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches. Au sommaire, aujourd'hui, Donald Trump se retire brusquement du communiqué final du G7, volte-face contre ses alliés d'Europe et du Canada, qu'il a menacé de droits de douane alourdis. Le G7 est-il devenu un G6+1 ? Des tensions qui tranchent avec l'unité affichée lors d'un autre sommet au même moment, réunissant la Chine, la Russie et l'Iran. Peut-on parler du retour d'un monde en deux blocs ? Le football comme arme diplomatique, tempête après l'annulation du match de préparation au mondial contre l'Argentine à Jérusalem. Un camouflet pour Israël au moment où le Premier ministre effectuait une tournée en Europe. L'image internationale d'Israël est-elle détériorée ? 181 voix contre 190, la Belgique siégera pour la 6e fois au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Quel rôle va-t-elle jouer dans le Saint des Saints ? La Belgique veut pousser les Nations Unies vers plus de multilatéralisme. Elle se prononce en faveur d'une réforme de l'ONU, souvent décriée pour sa paralysie. Mais quelle réforme ? Voilà pour le sommaire. Pour commenter, décrypter et analyser l'actualité cette semaine, voici tout de suite nos kiosqueurs. Stéphane Amar, correspondant au Proche-Orient pour plusieurs médias francophones, la télévision suisse, RTS, la chaîne franco-allemande Arte. Vous collaborez aussi avec TV5 Monde. Franco-israélien, vous êtes installé à Jérusalem depuis 15 ans. Vous venez de sortir ce livre, Le grand secret d'Israël, pourquoi il n'y aura pas d'État palestinien, aux éditions de l'Observatoire. Myriam Benrad, politologue, vous enseignez les sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas. Spécialiste du monde musulman, vous avez collaboré avec l'OCDE en tant qu'analyste, chargée de politique pour la Banque européenne d'investissement et experte pour la Banque mondiale. Anne-Sophie Bellèche, chef du service écosocial de l'Usine Nouvelle, magazine hebdomadaire consacré à l'économie et à l'industrie. Auparavant, journaliste à l'hebdomadaire économique français Challenge. Et enfin, Xavier Martinet, journaliste à la radio France Culture. Vous produisez et présentez les enjeux internationaux, un éclairage quotidien sur l'actualité internationale, la géopolitique, la diplomatie et l'économie. Et puis, avec nous, depuis Québec, Manon Globensky, vous êtes journaliste à la télévision Radio-Canada, envoyée spéciale ce week-end au sommet du G7 qui vient de s'achever. Merci à vous tous d'être ici en plateau pour cette émission, ce nouveau numéro de Kiosque. Si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, comme toujours, vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, soit sur Twitter avec le hashtag le mot dièse kiosque ou alors sur notre page Facebook. On vous y attend. G7 ou G6+1 ce week-end au Canada, la question se pose. Le président américain était attendu de pied ferme par ses partenaires du Club des puissants, particulièrement remonté contre sa politique protectionniste. Arrivé en retard et reparti avant les autres, Donald Trump s'est pourtant montré satisfait. Puis, à la stupeur générale, badaboum patatras, piqué au vif, il a torpillé l'accord final, une histoire que nous racontent Pierre Desorgues et Antoine Delpierre. Je suis très content d'annoncer que nous avons un communiqué par les 7 pays. Le Canada semblait avoir sauvé les apparences d'un sommet marqué par des négociations difficiles entre Washington et les 6 autres membres du G7. Donald Trump réfutait même toute mésentente avec ses alliés en s'en prenant à un journaliste de CNN. J'ai une très bonne relation avec eux. Et vous pourrez le dire à vos amis de CNN, propagateurs de fausses nouvelles. Si je devais noter le niveau de ma relation avec mes alliés sur une échelle de 0 à 10, elle est à 10. Mais quelques minutes plus tard, le ton change. Nous sommes la tirelire que le monde entier pille. Cela va cesser. Rien ne semble donc réglé. Les réponses ne tardent pas. Emmanuel Macron annonce qu'il n'y aura pas de changement en ce qui concerne les contre-mesures européennes sur les produits américains. Si le président continuait d'imposer des barrières tarifaires injuste sur notre acier et notre aluminium, sur nos travailleurs et nos industries d'acier et d'aluminium, nous allions répondre fermement et sans équivoque avec une réponse tarifaire équivalente à partir du 1er juillet. Suite à cette réponse, Donald Trump lâche un tweet rageur, qualifiant le Premier ministre canadien de faible et malhonnête. Le président américain se désolidarise du communiqué final du sommet. Pressé de se rendre à Singapour, Donald Trump n'a même pas daigné poser sur la photo de famille du G7, malgré la présence de nombreux chefs d'État africains. Manon, vous avez suivi ce G7 pour Radio-Canada. Justin Trudeau, hôte du sommet, Premier ministre canadien traité de faible et de malhonnête. Réaction du principal intéressé ? Le Premier ministre, en fait, s'il est traité de faible et malhonnête, d'après Donald Trump, c'est
pour des propos qu'il a tenus à sa conférence de presse finale. Conférence de presse finale où il a dit que l'imposition des tarifs américains sur l'acier et l'aluminium sont insultants, surtout parce que les États-Unis évoquent la sécurité nationale pour le faire. C'est des choses, et c'est ce qu'il dit donc dans sa réaction, ce sont des choses qu'il avait déjà dit. Et rappelez-vous, juste avant le sommet, Donald Trump y était allé aussi d'un barrage de tweets et Justin Trudeau, accompagné d'Emmanuel Macron, avait durci le ton, avait déjà dit toutes ces choses. Donc, qu'est-ce qui a déclenché la colère d'hier? C'est difficile de le comprendre, mais certainement, M. Trudeau, qui avait commencé donc très heureux d'annoncer ce communiqué commun, et donc le succès du G7, maintenant, son G7, c'est un désastre d'une certaine façon. Manon, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Vous êtes d'accord, c'est un désastre, on parle de fiasco pour ce sommet du G7 ? Anne-Sophie, peut-être? Oui, alors moi, j'ai l'impression que ce qu'il veut faire, c'est vraiment qu'il veut faire turbuler le système des relations commerciales internationales. Et donc les Canadiens sont à juste titre très énervés, les Européens surtout aussi. On le voit sur la photo qu'on a montrée on a l'impression qu'Angela Merkel donne des leçons. Mais je pense qu'il y a quand même un point sur lequel les Européens pourraient dire merci à Donald Trump. Oui, merci, parce qu'en fait, les Européens savent qu'il y a un vrai problème dans le commerce international, c'est la Chine. Et Donald Trump, parce qu'il est dans ce rapport de force, il a mis le sujet sur la table. Et on sait que quand on travaille avec la Chine, il faut être associé avec un Chinois en local, donc il faut transférer d'une partie de son capital, ça veut dire qu'il y a un racket des bénéfices au passage, ses technologies, ses secrets des affaires. Et donc, il a mis le sujet, les Européens en fait en parlent depuis des années, et lui, il a quand même réussi à le mettre sur la table. Et j'ai l'impression, je voudrais terminer, que ça fonctionne plus ou moins, puisque en fait, ce mois-ci, les Chinois ont décidé, par exemple, que dans le secteur automobile, on ne serait plus obligé en fait de faire une joint venture, c'est-à-dire de s'associer avec un partenaire chinois pour opérer dans le pays. Il a aussi décidé de faire baisser les droits d'importation des voitures de 25% à 15%. Ça, c'est au 1er juillet. Et ça, c'est pas que pour les Chevrolet, c'est aussi pour les Mercedes, pour les... Donc, quelque part, il fait un peu bouger donc, le système. Donc, vous nous dites, voilà. vous, qu'en fait, il y a quand même un peu une stratégie derrière ces va-et-vient, ces volte-face? Il y a une stratégie. Il y a certains points qui ont été marqués là dans le communiqué final, d'ailleurs, pour aller dans votre sens. C'est vrai qu'on peut voir que la question des subventions d'État, des entreprises d'État a été prise en compte. On sait que ça va être une question négociée âprement cette année à l'OMC ou alors en bilatéral. Et puis cette histoire avec Justin Trudeau aussi, je remarque juste que c'est la continuation en fait d'un différend qui a eu lieu la semaine dernière, moment où déjà Justin Trudeau qualifiait d'insultante effectivement une première fois ces taxes américaines. Là-dessus, on voit que Donald Trump est en pleine négociation, hein, c'est sa manière de faire. Et encore une fois, en bilatéral, on a bien l'impression. Donc G7-1, disons. Myriam? Je pense qu'il y a plusieurs dimensions. Enfin, je suis assez d'accord avec vous. Avec la présidence Trump, on met à plat, il y a une mise à plat d'un certain nombre de fondamentaux en fait, de la scène internationale, qu'on parle des relations commerciales ou plus largement des relations internationales. Maintenant, là où il y a aussi continuité, c'est tout de même dans la politique très émotionnelle, affectuelle de Trump. Il n'y a rien de nouveau. Il réagit par tweet, il est très dans l'émotion. Donc, je ne suis pas étonnée, sans compter son rapport aussi à des instances comme le G7, aux instances multilatérales plus globalement, qu'il méprise. Enfin, il l'a quand même montré. Et effectivement, ces réactions par tweet qui torpillent un accord à la fin, qui a été pourtant effectivement âprement négocié entre âprement puissances. négocié, hein, Manon, vous y étiez. Âprement négocié. Tout le monde a vu la photo, hein, qui a vraiment été une photo emblématique de à quel point, donc, même si les Sherpas ont fait énormément de travail avant que le sommet commence, tout se négocie quand les leaders sont ensemble. Ça s'est fait vendredi soir, même après la session sur le commerce. Ça s'est fait samedi matin encore, donc quand tout le monde était penché sur cette version du communiqué. Communiqué qui n'est pas... très fort. Hein? On a mis beaucoup d'eau dans le vin quand on dit qu'on est tous d'accord pour que les pratiques commerciales soient basées sur des règles, que les pratiques commerciales soient justes. Il y avait quand même quelque chose sur le protectionnisme, mais encore là, je pense que ce qu'on comprend, c'est que
Donald Trump est peut-être venu s'asseoir avec tous ces gens, mais il agit seul. Il fait comme bon lui semble, avec la Chine, avec ses partenaires du G7. C'est comme s'il ne comprenait pas l'importance d'avoir cette position justement ferme. Il ne croit pas dans des institutions comme l'OMC. Donc pourquoi même avoir signé ce communiqué et même pourquoi Justin Trudeau a tant voulu avoir ce communiqué unanime, alors qu'on aurait pu rester sur cette impression du G6+1 qui est peut-être, qui reflète beaucoup mieux la réalité. Stéphane, une réflexion Oui, là-dessus? par rapport à ce qui vient d'être dit, je suis en désaccord avec vous. Je ne pense pas du tout qu'il agisse par impulsion, de manière sentimentale. Au contraire, je pense que c'est une stratégie, on l'a vu avec la Corée, c'est à peu près la même chose, de souffler le chaud et le froid. Et d'une certaine manière, il parvient à arriver à ses fins, finalement, puisqu'il obtient ce qu'il veut à la fin, effectivement de manière plutôt unilatérale. Mais il est conscient de sa puissance, il est conscient que les États-Unis sont d'une certaine manière les maîtres du jeu, puisque c'est la puissance, malgré tout, numéro 1 dans le monde. Et donc, il fait avancer ses intérêts. Certes, c'est très atypique comme manière de gouverner, mais je ne pense pas qu'il y ait du tout de l'émotion là-dedans. Je pense qu'au contraire, c'est une stratégie très réfléchie, concertée d'ailleurs, je pense, avec ses conseillers, et qui, qu'on l'aime ou non, porte ses fruits. On peut faire de la... Enfin, sa manière... Je ne dis pas qu'il poursuit ses intérêts, il l'a encore montré très clairement en favorisant effectivement l'option du G6+1, et de ce point de vue, il l'avait certainement en tête, mais sa manière de faire de la politique, son relationnel avec un certain nombre d'alliés, on est quand même dans l'émotion, dans l'inconstance, dans la valse-hésitation. Dans la valse-hésitation, ce qui perturbe quand même un certain nombre de relations, un certain nombre d'États qui attendraient autre chose. La question, c'est comment on réagit face à lui. Moi, je pense que puisqu'il met ça sur un rapport de force, en fait, nous, je prends la question des Européens, je ne sais pas comment ça peut se passer avec le Canada, mais il faut qu'il ait face à lui pour négocier une seule tête. Voilà, il faut que Merkel, Macron arrêtent d'aller faire un coup des courbettes, un coup des bras de fer. Il faut lui mettre quelqu'un en face de lui pour négocier les relations. Et moi, je pense qu'il y a une personne tout trouvée. Elle s'appelle Cecilia Malmström. C'est la commissaire européenne au commerce. Et c'est d'ailleurs son job que de gérer les relations commerciales. Et c'est une femme, c'est une Suédoise d'ailleurs, qui a pas mal qui est assez volontaire. On a une autre femme à la Commission européenne, c'est Margaret Vestager, qui est la commissaire à la concurrence, qui a déjà mis une amende plus d'une dizaine de milliards à Apple. Donc, elles savent se faire respecter. Et donc, Donald Trump, il faut lui envoyer Cecilia pour négocier. Et personne d'autre. Donald Trump. Ouais, en tout cas, impulsivité, c'est sûr que Donald Trump sait perturber le protocole comme il l'a fait. Pourquoi est-il allé à ce G7 ? On peut soupçonner qu'il y allait précisément pour obtenir cette déclaration, pour pouvoir la briser ensuite, parce que là, c'est une manière de montrer sa force aussi. Ensuite, si on en revient encore au communiqué, c'est vrai qu'on peut voir certaines positions qui ont été acquises par Trump, notamment la non-présence de l'accord sur le climat. En tout cas, il n'a pas signé l'accord sur le climat, ou plus précisément, dans le texte, on voit qu'il y a un paragraphe spécifique pour l'accord sur le climat qui ne comprend pas les États-Unis, et juste en dessous, un paragraphe spécifique pour les États-Unis qui, lui, comprend au contraire, comment appeler ça, disons, la question de la transition énergétique et de la disponibilité de l'énergie. Donc on voit que les États-Unis ont réussi à pousser pour le pétrole et qu'ils ont réussi en même temps à s'extraire de l'accord sur le climat. Mais ça, il l'avait déjà fait au G7 l'an dernier. Et il l'avait déjà fait d'ailleurs. Donc à nouveau, la différence, c'est plus sur le commerce international, je pense. Oui, rappelez-vous le tweet d'Emmanuel Macron hier après-midi. M. Macron qui disait « On a préservé l'unité là où c'était possible et là où on ne pouvait pas le faire, on a permis des dissidences. » C'est un des très, très bons exemples. Une des choses sur lesquelles je voulais rebondir, c'est cette idée donc qu'il perturbe à dessein des institutions comme le G7. C'est illustré par le fait que M. Trump, avant même d'arriver, a relancé l'idée d'inclure la Russie, de refaire le G8, sujet qui n'était pas du tout à l'ordre du jour et qui a pris un peu tout le monde par surprise. Alors je rebondis là-dessus, c'est une bonne idée de réinclure la Russie dans le G7 ? De revenir au G8 ? Il relance en tout cas, il relance un certain nombre de questions en évoquant la réinclusion de la Russie, à savoir notamment évidemment l'Ukraine, la question des accords de Minsk. Enfin, c'est une façon aussi tout de même évoquer cette réinclusion, ce qui a été le cas aussi d'Emmanuel Macron, qui en a discuté. C'est une manière aussi d'essayer de pousser la Russie à
davantage de coopération qu'on n'a pas aujourd'hui sur un certain nombre de fronts. Et c'est une manière, certains l'ont noté aussi, de prendre acte de l'arrivée de Conte aussi et de ce nouveau gouvernement en Italie. Giuseppe Conte, qu'on dit favorable à la Russie aussi. Et c'est une manière aussi de prendre des marques avant la réunion qui aura lieu demain à Berlin au sujet de l'Ukraine et qui doit être une réunion d'importance. G8 ou G20 ? Est-ce que le G8, le G7 a encore une raison d'être ou est-ce qu'il faut aller plus vers un G20 aujourd'hui ? Disons que le G20 permet de mettre tout le monde autour de la table. Comme c'est des réunions pour discuter, en fait, c'est mieux de discuter avec les gens qui comptent. De la même manière, le G20 de Hambourg en juillet dernier s'est passé à peu près de la même manière que ce G7, avec des États-Unis isolés et puis un front impossible en face. Moi, ce qui me frappe beaucoup, on l'a vu dans cette conférence, c'est qu'il y a beaucoup plus de points communs, d'une certaine manière, entre Poutine et Trump, qu'entre Trump et son voisin canadien, qui sont vraiment aux antipodes. On a d'un côté un multiculturaliste, libre-échangiste, et de l'autre côté quelqu'un de protectionniste, plutôt identitaire. Et je crois que ça aussi, ça joue beaucoup dans cette volonté de Trump de ramener la Russie dans le jeu, parce que quelque part, on a l'impression que ce sont deux hommes qui parlent vraiment le même langage, Trump et Poutine, alors qu'il y a un vrai fossé culturel entre Trump et ses alliés canadiens et occidentaux européens. Raison pour laquelle G7, G8 ou GX, comme on a pu le lire chez certains analystes américains, mais c'est vraiment la grande question, parce que qu'est-ce que ça nous dit, cette grande séquence aussi ? C'est toute la grande question du rééquilibrage des relations internationales, voulu par Vladimir Poutine depuis quelques années, voulu explicitement par Donald Trump. C'est ça qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que désormais c'est ça l'enjeu et c'est ça qu'on négocie, ce rééquilibrage plus ou moins sauvage des relations. Rééquilibrage en tout cas qui s'est bien vu ce week-end, puisqu'il y avait le G7 au Canada et puis à côté de ça il y avait un sommet qui affichait une certaine unité, un sommet en Chine qui réunissait les chefs d'État chinois, russes et invité spécial l'Iran sur fond de tensions commerciales et diplomatiques aussi avec les États-Unis. Manon, comment ce rendez-vous a été perçu au Canada et au G7 ? En fait, ça n'a pas du tout été discuté, à part effectivement donc cette idée de ramener la Russie, de refaire un G8. Étonnamment, les discussions sur les questions de sécurité internationale ont été à peu près absentes de ce G7 qui a été vraiment dominé par la question commerciale. On a parlé un peu d'environnement, un accord sur le plastique dont les États-Unis sont absents, un accord sur l'éducation des filles dont les États-Unis sont absents, mais honnêtement, c'est le commerce qui a dominé ici. Sur cette réunion en Chine ? Oui, la réunion de l'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été une réunion d'importance puisqu'il y avait eu plusieurs pays d'Asie centrale et d'Asie de l'Ouest invités, notamment Pakistan, je crois. Et l'Inde. Ce sont des nouveaux venus. L'Inde aussi. Alors c'est vrai qu'ils n'en ont pas discuté lors de cette réunion, pardonnez-moi, à Charlevoix, lors de ce G7, que les questions de sécurité ont plutôt porté, si j'ai bien compris, sur le G5 Sahel, puisqu'on l'a vu là sur les images, il y avait une présence importante de chefs d'État africains, notamment Kagame, mais que cette question de l'organisation de coopération de Shanghai, ça illustre aussi, je pense effectivement, vous disiez au début de l'émission, est-ce qu'il y a deux mondes ? Bon, ça pourrait laisser entendre cette question, mais ce qu'on voit, c'est surtout ces grands groupements régionaux qui essayent de s'organiser, certains sur les questions économiques, d'autres sur les questions plus de sécurité, comme à Shanghai. Voilà. Il y a quand même l'idée de contrecarrer les États-Unis et l'OTAN. Oui, c'est en arrière-fond, mais bon, après moi, rééquilibrage, c'est pas un terme qui me plaît beaucoup, sincèrement, parce que je crois qu'on est plutôt dans des processus qui sont encore très fluides. Là où je suis d'accord, c'est l'idée de segmentation. On segmente beaucoup actuellement les dossiers. En tout cas, lors de ces négociations, lors de ces rencontres, qui d'ailleurs, je le rappelle, le G7, c'est une rencontre informelle, il n'y a rien de contraignant, comme vous le disiez, on discute. Hein. Donc le communiqué ne contraint personne, ne contraint aucun État. Ce qu'on voit surtout, c'est il y a une forme de déni quand même du multilatéralisme, de ce qui devrait conduire en tout cas les relations internationales, si on se fie à la norme internationale, encore une fois. Là, je suis tout à fait d'accord aussi avec vous sur la remise en cause de l'OMC, des institutions. Il y a une forme de volonté de désinstitutionnaliser les relations internationales chez Trump et chez d'autres dirigeants comme Poutine. Et puis, dernière chose, la régionalisation, finalement. Oui, on parlait beaucoup on parle encore de globalisation, de mondialisation, mais c'est fini. On revient vers des restructurations à tendance régionale, voire locale. Attendons de voir ce que ça a donné aussi de l'autre côté, parce qu'effectivement, il y a des rencontres aujourd'hui entre puissances adverses,
donc qui s'opposent aux États-Unis, enfin qui partagent cela comme dénominateur commun, ça ne veut pas dire pour autant que leurs relations sont simples non plus. Il faut faire attention de ne pas privilégier une lecture trop simpliste. D'accord avec ça, Anne-Sophie ? L'idée des deux blocs, vous paraît aussi, je ne sais pas. À un moment, dans sa conférence de presse, Donald Trump a parlé de faire une grande zone de libre-échange du G7. D'un coup, il a sorti ça, des tas de choses. Du coup, c'était les G7, il n'y avait pas le G8 dedans, en disant qu'il faudrait une grande zone sans normes, sans subventions, sans barrières tarifaires, ce qui est un peu bizarre. En fait, il a un peu pris les Européens et les autres et les nations qui prônent le libre-échangisme un peu à leur piège, parce qu'il ne va pas non plus y avoir des zones où il n'y a pas du tout de subventions. Les Européens veulent garder la PAC, on ne veut pas manger de bœuf aux hormones, les Américains ne veulent pas manger nos fromages au lait cru. Donc on peut faire de l'échange, mais c'est normal qu'il y ait des préférences collectives nationales, ou en tout cas par grande zone qui s'expriment. Mais justement, il joue un peu là-dessus, en disant puisque je vais être encore plus libre-échangiste que vous voyez. On va revenir sur cette photo que vous évoquiez, Manon, qui fait beaucoup parler d'elle, qui se trouve d'ailleurs derrière moi. Donc c'est une photo où on voit Angela Merkel qui a l'air de sermonner un Donald Trump fermé, les bras croisés. Même moment, sous un autre angle, on a plutôt l'impression que Donald Trump est face à des alliés penchés vers lui dans une attitude qu'on peut percevoir comme peut-être un peu plus servile. Manon, qu'est-ce que ce G7 nous dit de cette grande famille occidentale ? On a beaucoup essayé de parler de coopération internationale, d'unité du groupe, mais justement que cette photo, elle peut démontrer les intérêts de chacun. L'intérêt de Mme Merkel, c'était de la publier sous un certain angle. Le bureau du premier ministre canadien l'a aussi publié sur un plan plus élargi, où on voit M. Trudeau qu'on ne voit pas sur la première photo, qui est juste derrière Donald Trump quand même. Donc, c'est un groupe où chacun travaille pour soi et essaie de tenir compte des intérêts du groupe, mais on l'a vu, donc tous les joueurs ne sont pas au diapason. Est-ce qu'on peut se dire que, quand même, et c'est peut-être un autre fait notable de ce G7, que les alliés face à Donald Trump ont fait front commun ? Alors, peut-être sur la forme, sur une espèce d'union qui a été affichée par exemple, Macron et Trudeau, qui sont apparus comme les meilleurs amis du monde. Mais Donald Trump, et je trouve qu'on voit quand même un petit sourire amusé sur cette photo, il sait très bien que, en vérité, ses alliés sont très divisés. On l'a vu, par exemple, dans l'affaire monétaire entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne ne veut rien céder sur la question monétaire à la France, sur la question européenne d'une manière générale. Et ça, je crois que Donald Trump en est bien conscient. Donc, il joue sur ces divisions. Et d'un autre côté, on le voit aussi bien, il est vraiment un adepte de la relation bilatérale. On l'a vu sur l'affaire coréenne, encore une fois. Il a aussi invité la Russie, Vladimir Poutine, à discuter d'homme à homme, si on peut dire. Et donc, c'est sa manière à lui, si vous voulez, de gérer les affaires qui ne coïncide pas vraiment avec cette volonté multilatérale qui a été affichée par, effectivement, des gens comme Macron ou Trudeau. Myriam ? Oui, après, au plan idéologique, ce qui est intéressant, c'est les prises de position de Trump. Trump, c'est pas le défenseur du monde libre. Il suffit de voir la politique, d'ailleurs, intérieure, qui est celle de Trump, pour se rendre compte, pour comprendre les affinités, certaines des affinités avec Poutine. C'est pas le défenseur de cette idée occidentale que d'autres présidents américains ont pu se faire dans l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est terminé. Vous aviez totalement raison dans le bilatéralisme, la défense des intérêts, une certaine conception de l'Amérique, attention, parce que c'est une conception de l'Occident américano-centrée. Et juste peut-être pour ajouter un dernier point, ce G7, c'est aussi un levier de légitimation, en tout cas de crédibilisation de sa politique intérieure américaine, qui est quand même populaire auprès d'une frange importante des Américains, qui sont convaincus que grâce à Trump, aujourd'hui, l'économie va mieux, l'Amérique va mieux. Donc il ne faut pas non plus oublier cette dimension intérieure qui est en fait très importante pour lui. C'est pas complètement faux. Je veux dire, ils ont un taux de chômage qui est au plus bas. Effectivement. Voilà, mais je pense qu'en fait, il fait croire qu'il défend Pittsburgh, Donald Trump, et on le voit sur l'affaire Chemin. En fait, il défend plutôt la Silicon Valley, parce qu'il sait qu'il ne va pas recouvrir les États-Unis d'usines, que ce combat-là est terminé. Par contre, il ne veut pas effectivement se faire que les nouvelles technologies basculent directement sur la Chine, et donc c'est assez habile, parce que la Syrie, c'est... Pour conclure, Xavier, il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que on parle beaucoup du G7, mais il y avait un autre sommet qui planait au-dessus de celui-là, c'était cette rencontre avec Kim Jong-un
Jong-un, son homologue nord-coréen. En fait, le vrai temps diplomatique qui arrive, c'est celui dans 48 heures à Singapour. On peut dire qu'il a éclipsé aussi le G7. C'est sûr que géographiquement, on a vu que ce G7 n'était qu'une étape pour Donald Trump. Il vient d'arriver à Singapour. Évidemment, il mise énormément là-dessus parce qu'il en va aussi de la crédibilité des États-Unis de pouvoir obtenir cet accord. On sait qu'elle est mise en question après le retrait de l'accord sur le nucléaire iranien et retrait de nombreux accords. Donc effectivement, c'est le gros morceau pour lui, même si la question des négociations commerciales reste quand même extrêmement importante. Et je pense qu'elle est quand même plus liée à Pittsburgh qu'à la Silicon Valley. N'oublions pas les primaires à la fin de l'année. C'est une partie de l'électorat de Donald Trump. Ah oui, il communique là-dessus, ça c'est sûr. Mais il n'est pas idiot non plus. Il sait que... Et Donald Trump, on ne va pas tarder à en reparler vraisemblablement dimanche prochain, puisque donc dans 48 heures, cette rencontre avec Kim Jong-un qui se prépare déjà à Singapour. Manon, un grand merci d'avoir été avec nous depuis la jolie ville de Québec qu'on voit derrière vous. C'est un excellent dimanche, je vous dis à très bientôt. Merci Manon. Et on continue à se pencher sur ce monde en mutation, notamment le Proche-Orient. On en vient à ce double objectif de Benjamin Netanyahou qu'il a affiché comme ça. L'Iran, qui était au cœur de la tournée du Premier ministre israélien à Berlin, à Paris et à Londres. La veille, Téhéran menaçait d'augmenter sa capacité à enrichir l'uranium, le point de départ d'un échange musclé. J'ai ordonné à l'Agence iranienne de l'énergie atomique de préparer la reprise du processus d'enrichissement de l'uranium dans le cadre de l'accord iranien sur le nucléaire et d'être prête aussitôt que possible et aussi d'être prête pour qu'une fois l'ordre donné par le président, il puisse débuter le lendemain. L'ayatollah Khamenei, le guide suprême iranien, a déclaré il y a 2 jours son intention de détruire l'État d'Israël. Il a expliqué hier comment il comptait s'y prendre, en enrichissant l'uranium sans restriction pour constituer un arsenal nucléaire. Nous ne sommes pas surpris. Nous ne laisserons pas l'Iran obtenir l'arme nucléaire. Myriam, le ton est encore monté d'un cran ou on est dans la rhétorique habituelle ? Non, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais de toute façon, d'ailleurs, on focalise beaucoup sur Netanyahou, mais c'est une ligne stratégique qui est commune à pas mal de gens en Israël, de leaders politiques. L'Iran est une menace objectivement pour Israël. Ça, on ne peut pas le nier. Puis par ailleurs, il faut quand même dire qu'il y a peut-être radicalisation dans la rhétorique du côté de Netanyahou, mais l'annonce iranienne est très maladroite, dans le contexte actuel en tout cas. Enfin, ce n'était pas une annonce qui allait dans le sens d'une accalmie du côté israélien. Donc je dirais qu'il faut regarder aussi, à mon avis, les deux faces de l'histoire. Sachant par ailleurs, encore une fois, que la question de l'Iran rend tout le monde extrêmement nerveux en Israël. Alors justement, vous vivez-vous en Israël C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite est au moins aussi nerveuse que Israël sur ce dossier. Ça, c'est une grande nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une alliance stratégique maintenant évidente entre Israël et l'Arabie Saoudite et donc les États-Unis, puisque le grand événement de l'ère Trump, c'est ce rééquilibrage de la politique américaine en faveur de l'Arabie Saoudite contre l'Iran. Quand Obama, lui, avait plutôt favorisé un axe avec Téhéran. Alors, Benjamin Netanyahou, il a engrangé évidemment une victoire énorme avec ce retrait des États-Unis le mois dernier de cet accord. Il en veut, d'une certaine manière, aux Européens, à l'Allemagne et à la France, d'être restés dans cet accord. C'est la raison de son voyage. Mais c'est également une tribune, finalement, qui s'offre en venant ici parce qu'il a assez peu d'illusions. Il sait que les Européens sont plutôt préoccupés par les contrats qu'ils risquent de perdre en se brouillant avec l'Iran. Absolument. Et puisque Donald Trump, finalement, a trouvé le moyen de forcer les Européens, d'une certaine manière, à sortir de ces accords commerciaux avec l'Iran. Mais il va se servir de ces rendez-vous internationaux pour répéter son message. Effectivement, l'Iran est une menace pour Israël, une menace existentielle. Et il prépare d'une certaine manière l'opinion. Alors, à une aggravation des sanctions, c'est très clair, mais aussi peut-être à une opération militaire qui n'est pas exclue. Quelle opinion ? L'opinion israélienne ? L'opinion internationale. Il veut, si vous voulez, créer un front international, puisqu'il n'est pas seul dans cette affaire. On l'a dit, il y a le monde arabe, il y a les États-Unis, il y a d'autres pays qui s'inquiètent beaucoup de cette hégémonie iranienne dans la région du Proche-Orient. Et donc, il veut constituer, d'une certaine manière, un front pour mener quelque chose de très sérieux contre l'Iran. Et en même temps, pendant sa tournée, l'AIEA s'exprime, première réunion depuis le retrait américain, et dit que l'Iran respecte ses engagements sur l'accord encore. Ah oui, comme toujours, jusqu'ici, l'Iran respecte ses engagements. C'est vrai que l'annonce qui a été faite par Ali Khamenei, là, on l'a vu, est claire. Ils vont reprendre l'enrichissement, mais elle est très floue, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont assembler les centrifugeuses, combien de centrifugeuses, à quel taux va être cet enrichissement. En clair, on ne sait pas si c'est un enrichissement qui va, à terme, leur donner la capacité d'assembler une bombe en 6 mois, 1 an ou 18 mois. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je pense que Stéphane a tout à fait raison de rappeler le grand contexte, c'est-à-dire cet axe Washington, Tel Aviv,
et Riyad, effectivement, qui s'inquiète énormément de ce qui a pu être malheureusement appelé une hégémonie de l'Iran dans la région. Je dis malheureusement parce que lorsque Emmanuel Macron s'y est essayé, ou je ne sais plus quel chef d'État, on a vu la réponse que ça a amené du côté iranien. Et puis dernier point, le rôle que joue Benyamin Netanyahou là-dedans est intéressant. En effet, si on s'en tient à la simple communication, c'est intéressant de voir que Khamenei parle sur la télévision d'État, évidemment. Netanyahou lui a communiqué dans une vidéo, je crois, via les réseaux sociaux, qui ensuite, il s'est donné beaucoup de mal, comme il se donne du mal depuis des mois via des PowerPoint, etc., pour essayer de, en jeu d'image, mais en jeu de préparation d'opinion aussi, éventuellement à un éventuel conflit. Alors, il y a un événement extrêmement important, je voudrais juste le rappeler, qu'on a peut-être, sur lequel on n'a pas assez insisté à mon sens, c'est la réaction de Poutine. C'est-à-dire que Poutine a accepté visiblement de demander à l'Iran de retirer ses forces qui se trouvent à la frontière israélienne, sous le plateau du Golan. Et ça, c'est un événement d'une ampleur exceptionnelle, puisque ça veut dire que finalement, Poutine, Trump et Netanyahou vont dans le même sens. Et c'est absolument nouveau. Parce qu'il y a une partie très importante, je termine là-dessus, mais qui se joue au sud de la Syrie en ce moment, où l'Iran, effectivement, pourrait, dit-on, faire sa fameuse jonction entre Beyrouth et Téhéran. Oui, je voulais juste dire qu'en fait, les Européens font semblant d'être encore dans disent on est encore dans le soutien à cet accord de 2015 avec l'Iran, mais en fait, c'est pas eux qui décident, parce que dans la matière, les patrons de cette histoire, c'est les patrons, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, des gens comme M. Patrick Pouyanné, qui est donc le patron de Total, qui s'est retiré d'Iran, des gens comme Carlos Tavares, qui vendait 400 000 voitures en Iran, c'était son premier marché, et, devant la Chine, hein. Et donc ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils se retiraient d'Iran. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont totalement tétanisés par les amendes qu'infligent les Américains contre les sanctions. Et BNP Paribas a eu, il y a 2-3 ans, 8 milliards d'amendes. Donc, en gros, il n'y a plus d'accord. Quand on est dans un accord où c'est enrichissement nucléaire contre sanctions économiques, et ben, de facto, les sanctions économiques, elles sont appliquées par l'Union européenne parce que ces industriels européens les appliquent. Donc, il n'y a plus d'accord. C'est peut-être ça qu'il est venu dire à Netanyahou aux Européens en disant ne faites plus semblant. Il a essayé de leur faire dire, ouais. Oui, mais il n'est pas réussi. Justement, ça a donné quelque chose, cette tournée ou pas, de tangible? D'abord peut-être sur l'accord, parce qu'on parle beaucoup, cet accord il a été abordé ou discuté d'une séquence à l'autre. Mais fondamentalement, si on regarde les modalités de négociation de cet accord, c'était fragile dès le départ. Et ça, il y a eu une espèce de battement sous la présidence Obama qui a permis d'arracher cet accord, mais en réalité, il divisait tout le monde. Ça a duré des mois, personne n'était fondamentalement satisfait en réalité, ni du côté iranien, ni du côté des États qui étaient donc partis. Donc en fait, cette négation par l'administration Trump et la radicalisation de la position israélienne, tout ça, c'était à mon avis à prévoir. Alors maintenant, la question qu'on ne pose pas, c'est quelle réaction de l'Iran, quelle stratégie iranienne, parce qu'attention, c'est vrai qu'on parle de conflit, d'intervention militaire, mais l'Iran est une puissance aujourd'hui. L'Iran a réussi à bâtir une puissance géopolitique par différents canaux dans différents pays à l'échelle régionale, qui est importante, qui ne va pas être réversible du jour au lendemain. On le voit dans des pays comme l'Irak, la Syrie, qui sont des pays qui en fait sont assez largement sous hégémone iranien. Tout cela étant un processus de long terme maintenant, parce que c'est quand même, ça commence en 2003 avec la guerre d'Irak, cette affaire de montée en puissance, de retour en tout cas de l'Iran sur la scène régionale. Alors attention aussi, quelle intervention, quel conflit, quelle modalité de traitement de cette question, parce que je rappelle quand même que le Moyen-Orient est en situation de chaos. Tout le monde le sait, les Israéliens aussi n'ont pas un intérêt à je dirais, enflammer davantage la situation. Non, il y a eu une vague, c'est indéniable, il y a eu une vague chiite iranienne, notamment dans cette dernière phase de la guerre en Syrie, mais ces dernières semaines, on assiste à un repli. Il y a eu, donc il y a un mois, cette intervention israélienne qui, de l'avis de tous les spécialistes, était un grand succès contre des positions non seulement du Hezbollah, mais aussi de l'armée iranienne elle-même, donc à la frontière du Golan, au nord d'Israël, au sud de la Syrie. Il y a eu cette annonce de la puissance russe de dire aux Iraniens tenez-vous en retrait, et il y a eu cette sortie de l'accord du nucléaire qui fait, et ça on le sait maintenant, beaucoup de mal à l'Iran du point de vue économique. Donc l'Iran est sur la défensive, il ne vient pas à souhaiter qu'il y ait une intervention militaire, et évidemment tout le monde doit faire en sorte de l'éviter, mais ce qu'on voit c'est que l'Iran est en recul ces dernières semaines en termes de puissance. Pour terminer sur cette partie rapidement, cette crainte d'un conflit au Proche-Orient est ravivée en ce moment
Avec le Hezbollah, oui, peut-être, mais effectivement pas très étendu. Mais voilà, il faut voir, c'est que le Hezbollah est seul. Enfin, l'Iran est seul face à la Jordanie, à l'Arabie Saoudite, aux États du Golfe, si le Qatar est toujours un peu ambigu, à l'Égypte. Donc, il y a les États-Unis derrière toutes ces puissances sunnites. Donc, l'Iran est finalement en position de faiblesse. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'ailleurs, sur l'axe Riyad Jérusalem, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une info dans Der Spiegel qui est sortie cette semaine qui explique que le prince héritier d'Arabie Saoudite, donc MBS, a décidé de suspendre, d'exclure des appels d'offres gouvernementaux l'Allemagne, parce qu'il trouve que la politique de l'Allemagne par rapport à l'Iran est trop complaisante. Donc effectivement, cet axe, il existe bien. C'est absolument surprenant. C'est complètement inattendu. On va s'intéresser à une autre partie de l'actualité en Israël. Je crois que ça a été un peu la tempête à ce niveau-là cette semaine, puisque pendant que le Premier ministre était en tournée en Europe, il y avait l'annonce de l'annulation d'un match de football, un match de préparation mondiale, qui devait avoir lieu entre Israël et l'Argentine. Il aurait dû se dérouler hier samedi à Jérusalem. Rencontre annulée sous la pression des Palestiniens. Laurie Fachot nous en dit plus. C'est avec cette affiche que les Palestiniens ont voulu faire plier l'Argentine. Et ils ont réussi. La pression était maximale pour que l'équipe de football d'Argentine annule son match de préparation avec Israël. Des supporters palestiniens ont même essayé de brûler un drapeau argentin. Le président de la Fédération palestinienne de football avait d'ailleurs imploré le champion du ballon rond, Lionel Messi, de ne pas maintenir ce match amical avec l'État hébreu. Messi est un symbole d'amour et de paix, et il est ambassadeur pour l'UNICEF pour partager l'amour et la tolérance. Nous lui demandons de ne pas participer au blanchiment des crimes de l'occupation et de sa politique raciste. L'annulation du match a été condamnée par le ministre israélien de la Défense, qui déplore que, je cite, « l'élite du football argentin n'ait pas pu résister aux pressions de ceux qui prêchent la haine d'Israël ». Il y a quelques jours, Israël avait décidé de déplacer le match à Jérusalem, une décision politique, tout comme l'annulation de ce match par l'équipe argentine emmenée par Lionel Messi. Dans la mesure où les Palestiniens ont peu de soutien, ils essayent de mobiliser les opinions publiques et de dire effectivement qu'au moment où il y a des dizaines de morts à Gaza, venir jouer à Jérusalem n'est pas anodin parce que c'est un petit peu donner une sorte de sauf-conduit diplomatique à Israël. Tout le monde ne suit pas les sommets diplomatiques, par contre tout le monde suit les matchs de football, surtout à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Les Argentins se sont ainsi retrouvés à leur insu au cœur d'un match hautement politique. Stéphane, c'est un camouflet pour Israël ? Oui, clairement, ça fait jamais plaisir, évidemment, d'être comme ça, remis en cause, et puis de devoir remettre en cause les plans. Les Israéliens se réjouissaient d'accueillir ce match, Messi était extrêmement populaire en Israël. Alors, est-ce que c'est une victoire véritablement des Palestiniens, du BDS ? Est-ce que le Qatar n'a pas non plus fait... Je précise, c'est cette campagne de boycott, contre Israël. Contre Israël, absolument. Est-ce que le Qatar n'a pas non plus fait pression sur Messi à travers le Barça, puisque le Qatar finance, on le sait bien, une bonne partie du football mondial maintenant. Toujours est-il qu'effectivement, c'est un camouflet pour Israël qui a été pris comme tel. D'ailleurs, la ministre des Sports, Miri Regev, qui était à l'origine de ce déplacement en concertation avec Netanyahou vers Jérusalem, paye un prix politique très fort actuellement. Elle est sur la défensive véritablement. Reste à voir maintenant quel est l'impact véritable sur Israël, sur la diplomatie, sur l'économie. On voit bien que sur tous ces sujets beaucoup plus lourds, Israël ne pâtit pas véritablement Mais Israël qui est dans une campagne peut-être pour son image, on parle de Startup Nation, on essaie de faire venir des touristes, etc. Est-ce que l'image d'Israël est en train de se détériorer ? Écoutez, moi je pense pas, parce que ça fait des années qu'on pose cette question. Donc oui, il y a, je dirais, il y a la campagne BDS, il y a le conflit israélo-palestinien qui effectivement est exploité politiquement pour envoyer une certaine image. Mais par exemple, sur la Startup Nation, Israël est un pays admiré par beaucoup de gens mondialement, il faut le dire quand même. On n'en parle pas, d'ailleurs c'est pas un aspect qu'on présente beaucoup. Moi je sais que, ayant travaillé à la Banque européenne d'investissement, vous l'avez mentionné, on allait en mission en Israël rencontrer justement les porteurs de projets, aider sur le microcrédit pour les startups d'ailleurs qui impliquent des parties palestiniennes. Il y a beaucoup de startups qui favorisent le processus de réconciliation, ça on n'en parle pas. Donc, et les touristes continuent d'aller en Israël, il faut arrêter. Là, ce qu'on voit, c'est une politisation d'un événement sportif qui n'aurait pas dû avoir lieu. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant
de réaction. De part et d'autre, ça n'aurait pas dû avoir lieu. En tout cas, pas de cette manière. Le match, vous dites ? Non, la manière dont ça a été l'annulation. récupéré, politisé, annulé. D'ailleurs, il y a différentes versions aussi, si on est honnête. Il y a la version palestinienne qui considère à mettre en avant le BDS et à dire que c'est effectivement sous pression palestinienne. Il y a la version réseaux sociaux aussi. Messi aurait reçu des menaces. En tout cas, ça, c'est ce qu'on a affirmé du côté israélien, qu'il aurait été, enfin, du côté argentin, la fédération, qu'il avait été menacé sur les réseaux sociaux et que c'était pour cette raison qu'il n'était pas, donc que les Argentins avaient décidé de ne pas aller jouer ce match. Il faut faire attention là, parce qu'on est encore un peu dans l'émotion. Il ne faut pas tirer de grandes leçons. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord aussi avec vous. Le BDS a eu un impact en fait relativement minime. D'ailleurs, c'est pas par le BDS que cette affaire doit se régler. Il faut une relance du multilatéralisme aussi sur la question israélo-palestinienne. Ce qui n'est pas effectivement à la mode actuellement, mais il le faut. Xavier. Alors, de déficit d'image, je ne sais pas, je ne suis pas assez spécialiste pour ça, mais c'est sûr que vu la séquence qui vient de se dérouler depuis le 14 mai avec effectivement cette installation de l'ambassade américaine, il y a un enjeu d'image évident pour Israël. Aussi, cette séquence n'est pas terminée puisque désormais les manifestations palestiniennes sont multiformes, qu'elles se traduisent quand même par un harcèlement permanent des Israéliens. Il y a cette histoire des cerfs-volants en ce moment. Je crois que ce matin, pour la première fois... qui sont lancés de Gaza voilà, vers Israël. des cerfs-volants enflammés qui vont tomber dans les champs israéliens. Donc, n'oublions pas que l'enjeu est ici. Et c'est vrai, je suis d'accord avec Myriam Benrad pour dire que c'est dommage que cet événement ait été surpolitisé des deux parts et l'affaire n'est pas très claire encore. Anne-Sophie, il y a quand même un exemple qui revient en mémoire, c'est celui de l'Afrique du Sud. Le boycott général du pays avait commencé par un boycott sportif. Est-ce que c'est ce qui pourrait se passer là, où on n'est pas du tout dans la même configuration ? Mais là, il me semble que c'est un épiphénomène. Puis je ne sais pas si c'est tellement l'image d'Israël pour les Palestiniens. Je veux dire, c'est pas très bon non plus d'attaquer la sécurité physique de sportifs. Enfin, ça rappelle quand même des moments un peu sombres de l'histoire, quoi. Donc je ne sais pas si les Palestiniens ou même le mouvement du BDS, spontanément, on y pense. On a même vu des images de maillots ensanglantés, quoi. Mais côté palestinien, est-ce que c'est pas aussi une façon de mener une lutte, en tout cas, de faire avancer un certain nombre d'arguments pour leur cause ? Non, mais la comparaison avec l'Afrique du Sud est tout à fait intéressante, parce qu'effectivement, c'est ce que dit le BDS. Ça a commencé comme ça en Afrique du Sud, on a fait plier l'Afrique du Sud. Alors, ce qu'oublie quand même le BDS, c'est que ce qui a fait plier véritablement l'Afrique du Sud, c'est en fait la fin de la guerre froide. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud avait perdu son appui américain, et donc finalement a accepté un compromis. Et aussi, et ça c'est vraiment dans le fond du conflit, les Blancs en Afrique du Sud étaient 10%. Et si j'ose cette comparaison, les Blancs en Israël sont 50-60% de la population. C'est-à-dire si on prend cet ensemble entre la mer et le Jourdain, les Israéliens sont beaucoup plus nombreux, en tout cas actuellement, que les Palestiniens, si on exclut Gaza, qui d'une certaine manière est exclu du conflit, puisque Gaza, on l'a bien vu, et vous parliez de l'affaire des cerfs-volants, ne reçoit aucun soutien à la Cisjordanie. C'est absolument flagrant. C'est-à-dire que là, Djibril Rajoub, qu'on a vu, qui est président de la Fédération de football, se refait en quelque sorte une virginité en s'affichant comme l'opposant numéro 1 à Israël, mais dans toute cette séquence de Gaza, il ne s'est absolument rien passé en Cisjordanie. Et ça, c'est un fait extrêmement important. Israël joue beaucoup là-dessus. Et finalement, même malgré le boycott, malgré cette mauvaise image, on peut dire, d'Israël, ce que disait Myriam est tout à fait juste, la puissance d'Israël ne cesse de se renforcer, que ce soit du point de vue économique, diplomatique, on l'a vu avec l'ambassade, mais aussi avec le fait qu'il y ait de plus en plus d'ambassades d'Israël dans le monde et de plus en plus d'ambassades du monde en Israël, et les échanges avec le reste de la planète qui suivent une courbe exponentielle. Et sur l'innovation, vraiment sur l'innovation, parce que moi j'ai travaillé directement sur ce dossier, sur les nouvelles technologies, Israël est un pays en pointe. Donc ça, il faut le dire, et qui donc intéresse assez légitimement tous ceux qui veulent aller dans ce sens. Et un conflit qui n'est pas réglé, évidemment, et on le sent quand on est là-bas. Vous écrivez un livre là-dessus, pourquoi cet État palestinien ne verra pas le jour. Oui, moi je pense qu'il n'y aura pas de Palestiniens vraiment très vite fait, parce que Israël, quelque part, le partage, c'est l'option du faible. C'était au départ les Juifs qui voulaient le partage parce qu'ils étaient en minorité démographique et j'allais dire militaire, en faiblesse militaire, et actuellement c'est l'inverse. Israël est en majorité démographique et a une suprématie militaire évidente, et donc ne veut pas céder le territoire, et on va, je pense, plus vers une annexion que vers un partage du territoire. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Stéphane Amar, correspondant de plusieurs médias francophones en Israël, avec la politologue Myriam Benrad, Anne-Sophie Bellèche de l'Usine Nouvelle et Xavier Martinet de France Culture.
C'est donc avec la volonté affichée de faire vivre le multilatéralisme, on en parlait tout à l'heure, que la Belgique s'est fait élire vendredi au Conseil de sécurité de l'ONU, 181 voix sur 190, dès janvier prochain et pour 2 ans. Elle en deviendra donc un membre non permanent. Mais pourquoi faire? Écoutez Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères. Participer d'abord au règlement d'un certain nombre de dossiers d'actualité, des crises, des conflits dans le monde, où on essaiera d'apporter notre aide et notre soutien et nos idées neuves, peut-être parfois autour de la table. C'est vrai pour la Syrie, c'est vrai bien entendu pour des conflits en Afrique ou ailleurs. À côté de cela, des thèmes spécifiques. Par exemple, les enfants soldats, la situation des enfants dans des conflits armés. C'est vrai de nouveau en Afrique, mais c'est vrai aussi au Moyen-Orient, avec des combattants étrangers qui reviennent de Syrie et d'Irak. Et puis faire en sorte, dernier point, que la sécurité, ce ne soit pas seulement les conflits armés, ce soit aussi le changement climatique, les déplacements de population, la migration, qui ont un impact important en matière de sécurité. Et nous tenterons d'amener ces sujets aussi sur la table du Conseil de sécurité avec nos partenaires. Xavier, que peut apporter la Belgique à l'ONU à ce poste de membre non permanent? Je remarque que Didier Reynders a une manière particulière d'amener les sujets africains. Il les déguise bien, disons, derrière d'autres sujets, puisqu'on voit que c'est ce qui intéresse la Belgique quand même. En tout cas, on l'a beaucoup dit. Et c'est vrai que ça a été leur priorité à eux énoncée, que de traiter des enfants soldats, que de traiter de l'élection qui va avoir lieu en République démocratique du Congo. Donc, sans trop présumer non plus et sans trop... disons, réduire le sujet. C'est vrai que la priorité pour la Belgique au Conseil de sécurité non permanent, c'est l'Afrique. Et l'Afrique qui revient aussi via l'Afrique du Sud, qui récupère un poste de... qui revient via l'Afrique du Sud aussi, effectivement. Alors, je ne sais pas si ils vont pouvoir s'entendre sur ces dossiers-là, mais à quoi ça fait référence, disons, cette présence belge? C'est qu'il y a aussi des intérêts belges puissants en Afrique. On a beaucoup parlé de la France-Afrique, mais il y a eu tout un dossier de Jeune Afrique récemment sur ce qu'on appelle la Belge-Afrique ou la Belge-Afrique aussi, où on voit qu'il y a un intérêt certain pour les Belges quand même de pouvoir intervenir dans la région. Sur cette zone, l'Allemagne et la Belgique ont été élus après le retrait d'Israël. C'était au début du mois de mai, si ma mémoire est bonne. Pourquoi? Parce qu'Israël s'est laissé convaincre par le partenaire américain qu'il ne fallait pas mettre en quelque sorte de l'huile sur le feu. On a bien vu ce qui s'est passé avec l'ambassade. C'est un geste très fort de Donald Trump, mais qui a eu des conséquences incontestables dans la région, puisqu'il y a eu cette flambée de violence à Gaza qui, d'une manière ou d'une autre, est liée à cela. Et donc, il s'agit pour Israël de faire profil bas à un moment où les enjeux, on l'a dit dans cette émission, sont énormes, notamment sur l'Iran. J'allais dire, la galerie diplomatique passe après pour Israël, donc il a accepté de se retirer. Laisser agir les Américains, en gros. Absolument. Mais il y a une concordance totale, ce qui n'est pas du tout le cas du temps d'Obama. Il y a une concordance de vue totale entre Trump et Netanyahou, on constate à chaque rencontre. Et donc, il y a véritablement, une délégation, une délégation d'Israël vers les États-Unis. Et je ne voudrais pas donner l'impression d'avoir été trop soupçonneux envers la Belgique aussi. Ce qui est intéressant, c'est que cette place et cet énoncé africain, ça donne à la Belgique une position de go-between aussi intéressante sur tout un ensemble de sujets. On a vu Charles Michel, le Premier ministre belge, aller à Moscou récemment. Alors que ce soit pour l'apaisement des relations UE-Russie dans le dossier ukrainien, on verra demain, que ce soit pour obtenir, effectivement, on sait que la Russie s'intéresse à l'Afrique, d'autres règlements de dossiers, effectivement, la Belgique a une place de choix. La Belgique qui dit on milite pour plus de multilatéralisme. On parle de multilatéralisme en début d'émission. On a envie de dire bon courage. Oui, alors bon, moi je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit. L'Afrique, bon, il y a la question du terrorisme aussi. Enfin, ils ont un éventail de dossiers assez large. Mais enfin, il faut quand même dire ce qu'est un membre non permanent du Conseil de sécurité. Un membre non permanent, c'est un membre qui est en situation de profonde inégalité avec les membres permanents, qui n'a pas de droit de veto, qui est en fait consulté, qui a sa voix au chapitre, mais qui ne représente pas grand-chose. D'ailleurs, j'en veux pour preuve quand même, parce que c'est l'occasion de parler du Conseil de sécurité, on est à 10 membres non permanents. On est passé en 1965 de 6 membres à 10 aujourd'hui en 2008. C'est vous dire à quel point, finalement, ça reste restreint. Donc, il n'y a pas de volonté institutionnelle d'augmenter le nombre de membres non permanents. Et encore une fois, ces derniers sont en situation de profonde inégalité face aux permanents. Alors après, on peut parler de la question des permanents, ça c'est encore une autre affaire si on évoque la réforme du Conseil de sécurité. Mais en réalité, il faut voir maintenant quelle est l'attitude de la Belgique, qui à mon avis conserve plus de marge de manœuvre au plan bilatéral comme État souverain concerné par un certain nombre de dossiers
internationaux que... c'est une histoire de prestige. Oui, c'est du prestige international. Vous parliez de réforme. L'ONU, on dit souvent, alors, le Conseil de sécurité est critiqué pour sa paralysie. Il y a l'idée que c'est une institution qu'il faut réformer. On en est où de cette réforme ? Juste sur la Belgique, pour revenir, on se demande quel dossier va pousser la Belgique, l'Allemagne. Je trouve qu'en creux, ça montre le déficit de l'existence de l'Europe, en fait, parce qu'au Conseil permanent, il devrait y avoir un représentant de l'Union européenne. Mais voilà, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de défense commune, parce que voilà, il y a des vues sur la politique étrangère qui sont différentes. C'est plutôt ça, je trouve. Sur les réformes de l'ONU ? Alors sur les réformes, c'est vrai que le Conseil non permanent est plutôt organisé régionalement. D'ailleurs, on s'arrange pour choisir un représentant de chacun des grands continents, au moins un. Justement, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que sur les différents projets de réforme, et il y en a plusieurs qui ont été proposés, il y a celui clairement de l'extension du Conseil de sécurité restreint, celui à 5, au Conseil non permanent, c'est-à-dire de supprimer, disons, le Conseil non permanent, de rendre tous les membres permanents, mais à 20, à 15 ou à 20. Ça, c'est le premier projet qui a été porté par un certain nombre de pays depuis plusieurs années. Mais il y a aussi des projets d'extension, disons, plus régionales, plus ciblés. On avait vu tout récemment, je crois, lors d'un forum sénégalo-turc, à la fois le président Erdogan et le président Macky Sall demander tous les deux ou s'étonner qu'il n'y ait pas un pays musulman, comme il disait au Conseil de sécurité, alors que l'Indonésie vient juste d'y rentrer, le plus grand pays musulman de la planète. Membre non permanent, lui aussi, ouais. Stéphane, là-dessus. Du point de vue d'Israël, il y a évidemment une grande défiance par rapport à l'ONU. Ben Gurion, le premier ministre d'Israël, avait une formule qui était proche de celle du général de Gaulle. Il disait l'ONU c'est rien, comme de Gaulle parlait du machin. Mais on l'a vu ces dernières années, il y a une véritable attention, un investissement en fait d'Israël à l'ONU, puisque Benjamin Netanyahou se sert régulièrement de l'ONU comme d'une tribune. C'est le cas également de son envoyé à l'ONU, Dani Danon, qui était très marqué à droite et qui se sert aussi souvent de cette tribune. Donc on voit bien que finalement, malgré toutes les déficiences de l'ONU, ça reste un espace extrêmement important. Et je pense qu'il a servi véritablement à apaiser de nombreuses crises, même si on ne s'en est pas vraiment rendu compte ces derniers mois. Peut-être on doute un peu plus de sa justification morale de l'ONU, du Conseil de sécurité, de l'ONU en général et du Conseil de sécurité en particulier. Le Conseil de sécurité est très resserré parce que c'est un petit club qui est issu de la guerre de 40, qui donne assez de 45, peu de résultats en fait, qui nous se met d'accord sur pas grand-chose. Si, quand même, c'est quand même le Conseil de sécurité qui décide des opérations de maintien de l'ordre, d'envoyer. Donc, il faut quand même que ça soit des Mais gens sur les points chauds de la planète, la critique, c'est de dire sur la série, on n'aboutit à rien, etc. Oui, c'est la critique qui revient. Effectivement, il ne peut pas tout faire. Mais justement, il y a aussi un deuxième projet de réforme et qui là est lancé depuis juillet de l'année dernière, je crois, qui est bien entamé, c'est la réforme des opérations extérieures de maintien de la paix contre tous ces mandats arbres de Noël, qu'on appelle arbres de Noël parce que trop divers pour pouvoir être appliqués, contre le coût de ces missions également, contre la mauvaise qualité de la formation des équipes sur place. Et ça a été lancé. Il y a déjà au moins des baisses de budget qui ont été obtenues. Alors, est-ce que c'est un début de réforme ? À voir. C'est grâce à Antonio Guterres qui est là depuis 1 an et demi. C'est Antonio Guterres. Qu'on connaît pour avoir fait un peu le ménage. Et c'est l'arrivée de Donald Trump aussi qui ferait pression sur les budgets de l'ONU, quand même, rappelons-le. Oui. Ben voilà, je crois qu'on a bouclé la boucle. On commence avec Donald Trump, on termine avec Donald Trump. J'ai même envie de dire, on conclut avec Donald Trump. On va voir ce que Dilemme retient de l'actualité de la semaine. Eh bien, que Donald Trump domine l'actualité. Regardez, même pendant le mondial, le président américain entend jouer sa partie dans l'équipe America First, l'Amérique d'abord, et comme ballon dans lequel taper la planète. Donald Trump qui a fait capoter le G7 au Québec. Nous avons un compromis annoncé pourtant l'autre Canadien, le Premier ministre Justin Trudeau, pour un communiqué, vous le voyez, qui tient à peu près en une ligne. C'est la largeur d'un doigt. Donald Trump parti donc pour Singapour, on l'évoquait aussi, parti préparer son sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Pour la cravate, je mets celle-ci, donc rouge classique ici à gauche, ou celle-là. Et vous le voyez, c'est le prix Nobel de la paix. L'actualité cette semaine, c'est aussi en Espagne un nouveau gouvernement. Il est majoritairement féminin avec 11 femmes sur 17 ministres. J'en ai compté 11, nous dit ce taureau emblème de l'Espagne. Et enfin, l'Arabie Saoudite a commencé à délivrer des permis de conduire aux femmes. C'était quoi ? Demande cette passagère à la conductrice qui lui répond un ralentisseur. Je n'en dirai pas plus, le dessin parle de lui-même. Là-dessus, c'est une information que vous retenez cette semaine aussi ? Des femmes qui vont enfin avoir le droit de conduire en Arabie Saoudite ?
Bah oui, Ce sera dans 3 semaines. Hein. L'Arabie Saoudite a commencé à délivrer des permis. C'est une avancée. Hein. On dit ce qu'on veut de la politique actuelle en Arabie Saoudite, mais enfin sur la question féminine, oui, c'est clairement une avancée. C'est très important. C'était le dernier pays au monde qui ne donnait pas le droit de conduire aux femmes. Et donc les femmes. Et puis les 11 femmes dans un ministre espagnol, un gouvernement sur 16, c'est quand même aussi unique. Et des femmes donc en Arabie Saoudite qui vont pouvoir écraser des piétons. C'est un peu macho comme blague. C'est complètement macho comme blague. On peut rire de tout. Ici en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Kiosque. Merci vraiment. Merci à vous qui nous regardez aux 4 coins de la planète. Je vous dis à dimanche prochain. Excellente semaine.